Et bienvenue dans ce webinaire du CNCH, troisième jour du congrès de l'European Society of Cardiology au format digital que nous vous accompagnons aujourd'hui. Et demain, pour la dernière séance de la quotidienne du CNCH, cette quotidienne est réalisée en partenariat avec le laboratoire Boehringer, que je remercie encore pour le soutien institutionnel. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi deux amis. François Rouby, qui est au CHU de Montpellier. Et bonjour François. Bonjour. Et Romain Boulestro, qui est à Pau, notre spécialiste d'hypertension artérielle. Bonjour Romain. Alors, donc nous allons parler des late breaking trials du jour. Et il y a des éléments très intéressants. Je note déjà une étude que j'attendais avec impatience, qui est l'étude Lodoco. Alors, il y a, on va dire, un historique concernant, vous savez, cette hypothèse inflammatoire de l'athérosclérose, avec déjà un New England en 2017 dans l'étude Cantos qui avait montré l'intérêt d'un traitement anti-inflammatoire dans l'athérosclérose. Et puis ces traitements étaient des traitements peut-être onéreux, et on a vu venir un intérêt pour une molécule qu'on connaît tous, qui est la colchicine, avec en 2019 une belle étude randomisée, qui est l'étude Colcott, qui avait été présentée et publiée dans le New England Journal of Medicine, avec un bénéfice de la colchicine. Et là, Late Breaking Trial, l'étude Lodoco, qui est une étude chez le coronarien stable. Alors François, à toi l'honneur, dis-nous quels sont les messages à retenir de Lodoco. Merci beaucoup pour ton introduction. Merci au groupe pour l'invitation et je vais essayer de vous partager le diaporama. Alors, pour plus de fluidité, peut-être que je serai amené à couper la vidéo si c'est nécessaire. Alors, l'étude Lodoco, en effet, je vais vous parler d'abord de Lodoco 2, puisque Lodoco, c'est la première étude qui a été publiée il y a maintenant quelques années, qui était une petite étude. Avant de vous parler des études, évidemment, il faut que je vous présente mes conflits d'intérêts, qui sont nombreux habituellement, qui sont peu nombreux ce soir, puisque ce sont des études académiques, l'une comme l'autre, et en particulier Lodoco 2. Comme à chaque fois avec la colchicine, on n'a pas beaucoup d'industriels derrière nous puisque c'est un médicament qui est sur le marché depuis 200 ans. Alors Novartis, c'est quand même un conflit d'intérêt parce que tu as cité Cantos avec le canakinumab et c'est un laboratoire qui effectivement avait développé d'abord cette biothérapie. Alors pourquoi la colchicine? D'abord, vous le savez, l'athérosclérose, c'est une maladie inflammatoire à minima. Alors, je ne vais pas vous faire beaucoup de biologie, je vous rassure, mais je vous rappelle quand même que les cellules de l'inflammation sont là à la fois pour l'inflammation chronique et la déstabilisation de la plaque. Et c'est pour ça que la rupture de plaque, c'était une des cibles dans l'étude Colcott que tu as eu la gentillesse de citer et qu'on a publiée l'an dernier. Et puis, il y a une molécule très importante probablement qui est l'interleukine 1 bêta qui serait ciblée alors à la fois par le canakinumab que tu as cité avec Cantos, mais parmi les cibles atteinte par la colchicine, c'est un candidat important. Je vais m'arrêter là sur la biologie, vous voyez que c'est assez simple. On est déjà un peu à la fin de l'été, alors la colchique, je ne vous chanterai pas, mais vous connaissez la fleur. C'est un médicament qui est ancien et c'est important parce que ça veut dire qu'on connaît très très bien, en tout cas on pense connaître très très bien le médicament, on va voir que ce n'est pas forcément toujours aussi simple. Tu as rappelé Colcott, je vous le remontre quand même, c'était chez le coronarien récent, syndrome coronarien de moins de 30 jours, où on avait une réduction très significative des événements. Alors c'est bien sûr des critères composites, ce sont des patients qui sont très très bien traités, et donc critères composites parce que on ne peut pas faire autrement, étant donné le peu d'événements qu'il y a dans cette population, chez des coronariens très bien traités, on avait tout de même une réduction de 23%, très significative chez nos patients récemment coronariens. Et puis, on a d'ailleurs présenté il y a 3 jours d'autres données qui montrent que plus on traite tôt, mieux c'est.
Alors, l'Odoco 2, c'est donc la deuxième version de l'Odoco. C'est un design un peu particulier que je vous montre parce que, d'abord, les critères d'inclusion font que seuls les patients de moins de 82 ans, alors pourquoi 82 et pas 80, je ne sais pas, ça il faudrait demander à nos collègues, qui avaient, comme tu l'as dit, une coronaropathie stable depuis plus de 6 mois, étaient inclus. Et puis, deuxième particularité, il fallait 30 jours de tolérance de la colchicine pour pouvoir participer à l'étude. Alors ça, évidemment, vous allez me dire, ça peut correspondre à l'idée qu'on entend souvent, qui est que la colchicine, c'est pas très bien toléré. Enfin, c'est en tout cas la conception qu'ont les cardiologues français souvent. On pourrait en reparler. Alors, je vous compare avec Colcott. Colcott, on n'avait pas vraiment de ces mêmes restrictions d'âge, puisque dès que vous étiez majeur, vous pouviez être traité. On a des populations très âgées, on a des dizaines de patients au-delà de 85 ans, par exemple, c'est une des raretés. Et puis, bien sûr, de la même façon, il ne fallait pas d'insuffisance rénale ou d'insuffisance hépatique. Alors, en revanche, nous, dans le Colcott, on avait pris tout le patient, et que vous tolériez ou non, comme on traitait après un syndrome coronarien, on n'avait pas de fenêtre de tolérance nécessaire. Alors, cette étude est une très belle étude, hein, j'insiste, c'est une étude académique avec les moyens des académiques, c'est-à-dire qu'on est très très loin de la puissance des industriels pour mener une telle étude. Les collègues ont fait une magnifique étude, ils ont randomisé plus de 5000 patients, 2700 patients par bras qui vont recevoir et qui vont recevoir et être évalués jusqu'à la fin. Il y a très très peu de perdu de vue, ce qui est un gage de grande qualité de l'étude. Alors, on l'a dit tout à l'heure, il fallait pouvoir tolérer le médicament. Et alors, la question, c'est combien ont été exclus? Il n'y en avait pas beaucoup, puisque seulement 10% des patients seront exclus après avoir considéré qu'ils ne toléraient pas la colchicine. 10%, ce n'est pas tant que ça par rapport à l'expérience clinique. La population est très caractéristique, très classique pour une population de patients coronariens stables. Ce sont des gens d'un peu plus de 65 ans, ce sont surtout des hommes. Ils ont des facteurs de risque qui sont très classiques. Avec plus de 50% d'hypertension, on retrouve la même chose que dans l'Odoco, que dans Colcott, pardon. Et puis, alors évidemment, la particularité, comme ce sont des coronariens stables, l'une des particularités, c'est que ce sont des coronariens stables très anciens, plus de 2 ans d'ancienneté, ce qui veut dire que c'est vraiment une autre population que la population de Colcott. Ce sont des coronariens très bien traités, bien sûr, comme toujours dans les études, plus de 90% ont des statines, plus de 60% des bêta-bloquants, ce qui est un autre critère classique d'évaluation du traitement dans cette population. Ah oui, une autre particularité également, ce sont donc les Australiens qui sont à l'origine de l'étude et ils ont eu un peu de mal à recruter, ce qui a un bien et un mal. Le bien, c'est qu'ils ont beaucoup de patients qui sont suivis très longtemps, hein, la médiane de suivi est très longue, plus longue que celle de Colcott. En revanche, ils ont eu du mal à recruter, si bien qu'ils ont dû ouvrir l'étude aux Néerlandais, qui ont largement aidé, comme vous voyez, parce qu'ils en ont mis plus que les Australiens. Mais ce qui explique également une dispersion dans le temps et probablement une certaine hétérogénéité qui déjà a commencé à faire couler de l'encre, parce que les Néerlandais, manifestement, sont plutôt pénalisants pour l'étude. Ils ont moins d'événements que les Australiens. Alors, toujours est-il que l'étude, elle est fortement positive, et c'était ça la question que tu me posais, donc j'y réponds. Regardez la réduction des événements, 31% de réduction des événements dans le groupe colchicine, chez des patients qui présentent assez peu d'événements comme attendu, hein. Le collègue disait 3,7% par an dans le groupe placebo de façon très régulière, donc c'est ce qu'on connaît. Alors, ce sont des événements, en revanche, dans le cadre du critère composite, qui est le critère primaire, à savoir mort cardiovasculaire, infarctus, AVC, ou revascularisation drivée par une ischémie. Donc voilà, c'est pas la mortalité toute cause, c'est pas une mortalité même cardiovasculaire. Si on regarde dans le détail, effectivement, cette mortalité, ce critère composite, il est surtout tiré par l'infarctus et par la revascularisation orientée par l'ischémie. Beaucoup moins que l'AVC. Alors que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans le Colcott, on avait un critère composite également qui était un peu différent, mais qui ressemblait beaucoup, et qui était largement tiré par la réduction des AVC qui était drastique, hein, puisqu'on avait une réduction un peu moins forte du critère composite. En revanche, une réduction majeure des AVC de plus de 50%. Alors, vous me direz, c'est bien d'avoir une efficacité clinique, mais la colchicine, c'est mal toléré, tout le monde a la diarrhée, etc. C'était déjà pas ce qu'on avait observé dans Colcott. Très bonne tolérance, avec simplement un peu plus de pneumopathie non grave et pas de sepsis sévère. Et ça, c'est important parce que dans Cantos, que tu as cité tout à l'heure, le développement de la molécule dans cette indication a été arrêté alors que l'étude était positive sur le plan clinique parce qu'on avait une augmentation des sepsis sévères.
Évidemment, guérir le patient de son rupture de plaque, mais le faire mourir d'un sepsis sévère, c'est ennuyeux. Et donc, ce n'était pas du tout la vue de Novartis qui a arrêté le développement de la molécule. Pour ça, hein, ils ont rebondi, je vous rassure, sur d'autres indications. En revanche, dans cette étude, excellente tolérance, il n'y a pas d'augmentation d'absolument rien. Dans Colcott, on avait un peu plus de nausées, un peu plus de flatulence, on n'avait même pas une augmentation significative des diarrhées. Là, vous voyez, on a une excellente tolérance sans aucun signal, ce qui est important parce que les patients sont traités longtemps, sont traités très longtemps. Alors, je ne l'ai peut-être pas redit, mais je l'avais mis en introduction. C'est une petite dose. Hein. Lodoco, ça veut dire low dose of colchicine. Ça veut dire qu'ils recevaient 0,5 mg par jour, ce qui est la même posologie qu'on avait choisie dans Colcott. Donc à 0,5 mg par jour, c'est bien toléré. Ça, c'est un message important. C'est pour ça peut-être qu'en cardiologie, on n'a pas l'image d'un traitement très bien toléré. C'est aussi parce qu'on a tous appris dans la goutte le traitement de charge que les rhumatologues ne font plus. C'est plus recommandé. Et probablement que ce soit dans la péricardite, que ce soit dans d'autres indications, il faut penser à donner de petites doses. Donc en tout cas, je vous avais encadré le fait qu'il n'y avait pas d'alerte du tout dans cette étude. Alors, la conclusion, pour ne pas m'étendre sur l'Odoco 2 et pour ouvrir à la discussion si vous le souhaitez, c'est la question qu'on avait déjà après Colcott, c'est ça y est, voilà, on a 2 grandes études internationales, 10 000 patients en total, réalisés dans des pays différents, alors des patients un petit peu différents, le coronarien récent, le coronarien stable. En tout cas, elles sont très concordantes. Est-ce qu'il faut vraiment d'autres études complémentaires? Est-ce qu'il faut du médico-économique? Médico-économique, la colchicine, ça coûte 7 centimes d'euros par jour. Je vous laisse imaginer, vous sortez votre calculette, le médico-économique, il est gagné. Et puis, est-ce que, au contraire, si on partait sur une indication quotidienne, à ce moment-là, on partirait pour un traitement long, ce qui évidemment peut être aussi une crainte du prescripteur. Alors, je vais te poser une question. Par exemple, on avait l'étude dans l'infarctus qui était, dans les résultats, était aussi impressionnant. Ça donne quoi? J'ai vu qu'il y avait des mises à jour des recommandations sur les non-stémies. Finalement, ça donne quoi dans les recommandations? Alors, les recommandations, on pouvait s'attendre à ce que les recommandations n'intègrent pas la colchicine pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'il n'y avait qu'une étude. Mais vous me direz, à contrario, une étude, parfois ça suffit à rentrer dans les recommandations. Beaucoup de médicaments rentrent avec une seule étude, hein, sans prendre des études très récentes. L'ivabradine, par exemple, était rentré avec une étude tout de suite dans les recommandations, sans diminution de la mortalité, parce qu'il y avait un impact médico-économique avec la réduction des hospitalisations. Donc on aurait pu s'attendre un peu à la même chose. Et puis la deuxième raison, c'est qu'on attendait l'Odoco 2. Et donc, c'est le hasard du calendrier. Les recommandations ont été présentées la veille de l'Odoco 2 ou l'avant-veille. En tout cas, je me serais attendu à titre personnel que le médicament ne soit pas positionné, mais qu'en revanche, il soit au moins cité. Or, à ma connaissance, sauf si je les ai lus trop rapidement, c'est non seulement pas cité, mais c'est même pas évoqué. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de chapitre gap to knowledge. Vous savez, souvent, il y a ce qu'on ne sait pas, ce qu'il faut essayer de savoir. Eh bien, je pense que, alors moi, je suis cardiologue interventionnel, donc je me mets dans le lot, mais les cardiologues interventionnels savent tout. On n'a pas besoin de chapitre sur ce qu'on ne sait pas, manifestement. Bon, c'est très intéressant et moi je suis optimiste que quand même avec 2 belles études randomisées, que c'est vraiment ça donne à réfléchir sur ce traitement. Dont les effets secondaires sont quand même très limités aux doses dont tu nous as parlé et dont l'efficacité semble très intéressante sur ces 2 études randomisées. Alors, sur les études du jour, il y a une étude qui a été présentée aujourd'hui, qui est l'étude HOME-PI et qui évalue finalement l'intérêt d'un protocole de gestion en ambulatoire de l'embolie pulmonaire. Je sais qu'en France, ce n'est pas beaucoup fait. Et j'aimerais bien que tu puisses également nous donner les points clés de cette étude. Alors, merci. J'ai coupé la vidéo parce que je vais essayer de privilégier le son pour que tout le monde puisse m'entendre.
Alors, cette étude, effectivement, c'est une très belle étude présentée par une équipe française d'Angers, donc ça a le mérite d'être souligné. Le contexte, c'est que vous avez, alors je ne sais pas si vous l'utilisez en pratique, ce sont beaucoup nos collègues des urgences, alors certains cardiologues travaillent aux urgences et ont bien la connaissance de ça. Il y a des scores comme le PESI qui permet d'évaluer la sévérité de l'embolie pulmonaire. Vous savez, nous, on l'utilise en cardiologie, en soins intensifs, dont je m'occupe, pour guider les indications de thrombolyse. Mais ça peut être également pour classer les patients à bas risque, au contraire, et permettre de les renvoyer à la maison et traiter l'embolie pulmonaire en ambulatoire, comme tu l'évoquais. Il y a d'autres scores plus pragmatiques. Alors ça, c'est la société européenne qui recommande plutôt le PESI. Et la société américaine recommande plutôt des scores pragmatiques, comme ils disent, en particulier le score qui est issu de l'étude ESTIA. Et ce score que je vous remets parce que je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. Alors, à titre personnel, je ne l'ai jamais utilisé, donc je ne suis pas du tout familier non plus, je vous rassure. Le score, il a le mérite d'être très pragmatique, effectivement, parce que c'est oui ou non. Et il suffit que vous cochiez une case pour considérer que le patient est grave et qu'il nécessite d'être hospitalisé. Évidemment, vous envisagez la thrombolyse, vous n'avez pas le thrombolyser, le renvoyer à la maison. Vous prenez en charge une femme enceinte, vous prenez en charge, enfin voilà, il y a le bon sens clinique qui est derrière. De la même façon, si vous avez des critères biologiques de gravité, si le patient a besoin de traitement, de support, oxygène, etc. Et puis, il y a la dernière ligne qui est probablement la plus importante et qui explique peut-être toute l'étude, c'est raison médicale ou sociale. Et ça vous semble évident, mais c'est probablement une grande faiblesse du score PESI. Si vous prenez en charge un patient âgé, même s'il n'a aucun critère de sévérité autre que l'âge ou le fait qu'il est seul à la maison, eh ben, en théorie, vous pourriez le renvoyer à la maison et probablement c'est la catastrophe parce qu'il ne comprendra pas le traitement, il va mélanger les ordonnances, etc. Donc vous avez une bonne indication à l'hospitaliser simplement par son isolement. Alors ce score qui est très pragmatique, au contraire, si vous cochez aucune des petites cases, le patient est considéré comme à bas risque et peut être géré en ambulatoire, ce qui change un peu évidemment les choses. Alors peut-être ça représente peu de patients, vous allez me dire, et c'est là un point important qu'on verra tout à l'heure. Alors sur l'étude elle-même, je vais passer un peu plus vite parce que l'étude est un peu complexe à comprendre et en plus, on n'a pas le texte publié, donc je me suis uniquement appuyé sur la présentation. Donc ça, c'est les deux scores qui sont comparés. Donc les patients, quand ils font une embolie pulmonaire sans choc cardiogénique, évidemment, ils vont être randomisés en je gère en fonction du score ESTIA, je gère en fonction du score PESI, et si les scores me permettent, je les renvoie à la maison ou pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce sont des patients qui sont relativement jeunes, à moitié hommes, à moitié femmes, avec 20% en gros de cancer. L'évaluation est très clinique, biologique et échographique sur la dysfonction ventriculaire droite, donc des choses assez classiques. Donc quand même 1000 patients par bras, c'est une très belle étude, là encore, bien sûr académique. Ce qui est très joli dans ces études pragmatiques, ce sont des études de vraie vie, de prise en charge, et que là, on ne teste pas des choses futuriste. L'endpoint primaire qui était de sécurité visait à évaluer si le score ESTIA était aussi bon ou pas que le score PESI, et c'est le cas. Vous voyez qu'il y a une bonne probabilité pour prévoir les événements cliniques en fonction des deux scores et permettre donc de renvoyer à la maison les patients. La deuxième conclusion, c'est aussi que le ESTIA est très facile, même si on utilisait le PESI simplifié. Le ESTIA, c'est vraiment du bon sens clinique. Vous avez vu les questions tout à l'heure. Vous savez tout de suite si vous avez affaire à une femme enceinte, un patient dément, etc. Et que finalement, vous avez tous les éléments, rien qu'en voyant le patient et le scope. Alors, quels sont ces patients qu'on a renvoyés à la maison? Ils sont fréquents en fait. Regardez, il y a plus d'un tiers, presque 40% des gens qui peuvent être renvoyés à la maison. Alors, pas beaucoup, évidemment, ce sont surtout des gens peu âgés, qui n'ont pas de grosses comorbidités, ça vous vous en doutez, qui ne désaturent pas, qui n'ont pas de dysfonction ventriculaire droite majeure, et qui vont rapidement être mis sous traitement anticoagulant oral et par des AOD principalement. Donc, c'est du bon sens, mais vraiment, je crois que le message est important parce que ça montre qu'on est capable de trier aux urgences facilement les patients qui se présentent pour embolie pulmonaire sans critères, sans choc cardiogénique, bien sûr. Et ça permet de les orienter pour une prise en charge ambulatoire.
c'est quand même plus d'un patient sur 3, donc c'est pas négligeable. Ça permet de dégager l'hôpital et d'éviter également la iatrogénie, puisque en toute sécurité, on peut renvoyer les patients à la maison. Ils vont pas être perfusés, ils vont commencer rapidement le traitement, etc. Évidemment, ça nécessite, et c'était dans les discussions, c'était très intéressant, les intervenants soulignaient que ça nécessite une organisation et que ça, ce n'est pas possible partout, ça dépend de comment vous êtes organisé. Est-ce que vous êtes capable de revoir précocement les patients? Est-ce qu'ils vont rentrer rapidement dans un réseau de prise en charge? Est-ce qu'ils vont être réévalués comme il faut, éduqués à l'anticoagulation? Donc il y a quand même une structure qui est sous-entendue sur l'étude. Merci, merci pour ton. Je te laisse arrêter le partage peut-être Oui. du slide. Merci pour cette présentation qui est très claire. Finalement, tu as dit un tiers des patients répondaient aux critères de traitement ambulatoire. Oui, c'est surprenant, hein. C'est vrai que nous, alors évidemment, il y a un biais parce que moi, étant en soins intensifs, je ne les vois pas ceux-là, évidemment. Mais je pense que pour l'instant, en tout cas dans notre pratique, beaucoup vont quand même en hospitalisation, par défaut, parce que ils arrivent à des heures, à une heure indue, parce que dans le doute, on va les mettre pour les réévaluer. Eh bien non, c'est quand même un tiers, voire 40% des patients qui pourraient être renvoyés à la maison en toute sécurité. Encore une fois, sous réserve d'avoir quand même la structure qui permette de les prendre en charge en sécurité, qu'ils soient réévalués précocement, etc. Mais c'est vrai que c'est un message important à l'heure de l'ambulatoire et de décharger à la fois les urgences et le secteur d'hospitalisation. Ok, ben c'est très bien. Merci beaucoup François, c'était très clair. Et pour la troisième étude, je vais inviter Romain Boulestro de partager avec nous sa présentation et qui va parler d'une étude qui s'appelle BPL-TTC qui a été présentée aujourd'hui et qui évalue finalement l'intérêt de baisser la pression artérielle et qui va nous donner pas mal d'informations à partager avec vous. Merci Romain. Bonjour Walid, merci à toi pour cette introduction, merci au CNCH pour l'occasion de présenter ça et à Boehringer pour nous soutenir. Donc effectivement, c'est la grosse étude dans Late Breaker Trial de cette ESC 2020 et tu l'as dit, la question, elle est assez simple, c'est est-ce que le bénéfice cardiovasculaire des traitements antihypertenseurs, il est équivalent, quel que soit le niveau de pression artérielle initiale et les antécédents cardiovasculaires du patient. Avant de parler de la méthodologie, juste le contexte, c'est que on ne sait pas vraiment si traiter les patients qui ont une hypertension artérielle modérée, ça a un bénéfice cardiovasculaire important. C'est une zone un petit peu grise dans le domaine de l'hypertension artérielle. On a un essai qui a été utilisé, qui est l'essai SPRINT chez les patients à haut risque cardiovasculaire, et qui est un essai qui est contesté, mais qui avait montré que de traiter les patients et de les amener à une cible tensionnelle basse permettait d'améliorer encore leur pronostic cardiovasculaire. Et donc, les recommandations américaines, vous le savez, ont changé la définition de l'hypertension artérielle et ont décrété que c'était une pression artérielle à plus de 130/80. L'étude et cette prise de position ont toutes les deux été critiquées. Et en Europe, on a gardé un seuil d'hypertension artérielle à 140/90 et on continue à traiter les patients au-dessus. Mais cette zone d'hypertension artérielle modérée reste une zone qu'on ne connaît pas bien. Et donc, l'étude BPL-TCC a été interrogée justement cette question-là. Alors, comment ils ont fait? Ils ont pris 48 études, quasiment 350 000 patients, ce qui est énorme et la plus grosse étude dans ce domaine-là. Et ils ont fait une méta-analyse des données individuelles. Les patients ont été séparés en 2 groupes, prévention primaire ou prévention secondaire. Et ensuite, ils ont été séparés en 7 groupes en fonction de leur niveau de pression artérielle initiale. Et alors, voilà les résultats. Ce qu'on voit en gros, on commence par regarder les petits p et on voit qu'il n'y a pas de différence en fonction des sous-groupes. Et donc, l'effet de la baisse de pression artérielle est considéré homogène dans l'ensemble des sous-groupes, même si certaines barres croisent le 1. Et donc là, c'est les résultats pour une baisse de la pression artérielle systolique de 5 mm de mercure. Et on voit qu'en moyenne, les MACE, donc AVC, mortalité cardiovasculaire, insuffisance cardiaque, cardiopathie ischémique, diminuent de 10% à 4 ans pour une baisse de la pression artérielle systolique de 5 mm de mercure en pression de consultation, ce qui est assez peu. Et on voit que cette protection cardiovasculaire, cette réduction relative du risque, est homogène, quel que soit le niveau de pression artérielle du patient initialement, même s'il a une pression artérielle normale, voire à moins de 120 mm de mercure. Donc une systolique qu'on pourrait considérer comme plutôt basse.
Et ça, c'est vrai que le patient ait ou n'ait pas un antécédent cardiovasculaire. Donc, c'est la première fois qu'on a ce genre d'information. On a l'impression que de baisser la pression artérielle, c'est toujours bénéfique ou quasiment toujours bénéfique. Et ça rejoint finalement quelque chose qu'on connaissait. On sait que l'association entre le niveau de pression artérielle systolique et le risque cardiovasculaire est linéaire. Et ça a toujours été compliqué de placer un seuil tensionnel qui définit l'hypertension artérielle parce qu'il n'y a pas, sur cette association entre le risque et le niveau de pression artérielle, il n'y a pas de décroché ou de cut-off clair qui permettent de dire à partir de là, il faut traiter, avant, il ne faut pas, et après, bien sûr, il faut. Et finalement, les données de cette étude montrent un peu la même chose. Peu importe son niveau de pression artérielle, quand on le baisse avec des traitements, on diminue les événements cardiovasculaires. Alors maintenant, évidemment, il faut discuter ces résultats parce qu'on n'a pas encore la publication complète et donc on n'a pas toutes les informations. D'abord, de toute évidence, c'est une population qui est à haut risque cardiovasculaire, puisque quand on regarde le taux d'événements dans le groupe comparateur chez des patients qui sont en prévention primaire et qui ont une pression artérielle plutôt basse, on se rend compte qu'il y a en moyenne 15% d'événements à 4 ans, ce qui correspond tout à l'heure à ce qu'a présenté François Rouby dans un groupe de coronariens, donc des patients plutôt à haut risque cardiovasculaire et pas à faible risque. Ensuite, on a la baisse des événements cardiovasculaires, et c'est évidemment intéressant, mais c'est une baisse relative. On n'a pas la baisse absolue du risque pour les patients qui sont dans cette étude à plus faible risque cardiovasculaire, et on a encore moins le nombre de sujets à traiter dans chaque sous-groupe pour éviter un événement. Et ça, évidemment, c'est important à la fois pour évaluer le rapport bénéfice-risque d'un traitement, puisque si la réduction absolue du risque est faible, l'intérêt d'introduire un traitement est faible également par rapport au risque de iatrogénie. Et puis à l'échelle de la population et à l'échelle médico-économique, le nombre de sujets nécessaires qu'il faut traiter pour éviter un événement, c'est évidemment une donnée importante dont on a besoin. Sur la conclusion de cette étude, les auteurs nous expliquent que pour eux, il ne s'agit pas de traiter tous les patients. Ce n'est pas ça le message de la méta-analyse, de dire qu'il faut mettre tous nos patients sous traitement indépendamment du niveau de pression artérielle. Pour les raisons que je viens de vous expliquer notamment, qu'il faut aller chercher une réduction absolue du risque importante. Par contre, ce qu'ils disent, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut essayer de renforcer ou d'introduire un traitement antihypertenseur chez un patient qui va être à haut risque cardiovasculaire, pas pour diminuer son niveau de pression artérielle, forcément, mais pour diminuer son risque cardiovasculaire. Et donc, même s'il a une pression artérielle qui est normale, considérée aujourd'hui normale, on peut introduire un traitement antihypertenseur ou renforcer le traitement actuel pour aller chercher une prévention cardiovasculaire. Et donc ça, c'est un élément intéressant parce qu'aujourd'hui, l'hypertension artérielle, on ne réfléchit pas comme ça. On a un patient hypertendu, on va le ramener à une pression artérielle normale et on est concentré sur le chiffre et pas finalement sur ce qu'il y a derrière le chiffre, c'est-à-dire le risque cardiovasculaire global. Et donc peut-être que si ces données sont confirmées, demain on arrivera à un changement de paradigme et que pour chaque patient, on se dira « Ok, quel est son niveau de risque cardiovasculaire global? Quel est le risque de iatrogénie ?» Et on ira identifier des cibles tensionnelles individualisées pour chaque patient. En tout cas, le message assez fort qu'on peut appliquer dès aujourd'hui dans notre pratique, c'est que quand on a un patient à haut risque qui est à 140 mm de mercure de systolique, un peu plus, un peu moins en consultation, qui est un peu limite, il ne faut pas avoir peur, si c'est un patient en bon état général, de diminuer sa pression artérielle à 130 et peut-être même à 120 mm de mercure pour essayer de le protéger au maximum. Et finalement, ça rejoint les dernières recommandations, notamment européennes de 2018. Il ne faut pas avoir peur, il faut traiter nos patients vite, il faut les traiter bien et il faut clairement normaliser la pression artérielle, quitte à être un peu bas. Si les patients sont en bon état général, probablement qu'ils en tireront bénéfice. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je trouve que c'est très intéressant. Je te laisse arrêter le partage. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que finalement, le bénéfice existe, qu'il soit avec antécédent cardiovasculaire ou pas, d'une part. D'autre part, le bénéfice se maintient. Le bénéfice existe. Finalement, le traitement n'est pas donné pour baisser la pression artérielle, mais pour réduire le risque cardiovasculaire. Et qu'il ne faut pas avoir peur de chiffres tensionnels qui sont normaux et qu'il faut maintenir le traitement pour avoir le bénéfice le plus important. On arrive à la fin de ce webinaire et avant de terminer, je voudrais vous demander à chacun en 1 minute un coup de cœur que vous avez aimé. Je peux commencer par Romain puisque tu avais déjà la parole. Romain, est-ce que tu as un coup de cœur de ce congrès qui t'a marqué ?
Oui, alors moi j'ai un coup de cœur qui est tout le temps le même chaque année. On a eu des très belles sessions qui nous ont expliqué comment contrôler facilement la pression artérielle de tous nos patients ou de 90% de nos patients et je crois que ces messages sont très forts. Euh, En gros, ce qui est dit, c'est qu'il suffit de, un, bien mesurer la pression artérielle et le faire en ambulatoire, en automesure ou en holter, ne pas se contenter d'une pression de consultation qui nous trompe régulièrement et qui nous fait perdre du temps le jour de la consultation. Deux, il faut bien éduquer nos patients si on décide de leur introduire un traitement en leur expliquant le plan de bataille, c'est-à-dire en faisant un plan de bataille. Je vais vous revoir tous les mois, je vais augmenter le traitement, euh, on va se revoir avec une automesure, on va voir comment vous tolérez. Et si vous n'êtes pas contrôlé, ben on se revoit un mois après, j'aurai à nouveau augmenté le traitement. Et on essaye d'aller vite et en 3 à 6 mois maximum de contrôler nos malades en étant à une trithérapie optimale à pleine dose. Ça, c'est le deuxième message. Et le troisième message, c'est qu'on a aujourd'hui des thérapies combinées et qu'il faut essayer de mettre le moins de comprimés possible pour contrôler la pression artérielle de nos patients. En France, on peut faire une trithérapie en 2 comprimés. En Europe, même en un seul comprimé, c'est possible. On a des trithérapies combinées. Il ne faut pas hésiter à se servir de ces molécules et en tout cas, il faut éviter de disperser le nombre de prises. Voilà, avec ces 3 messages, on peut contrôler quasiment tous nos patients. Et ça, c'est mon coup de cœur. Merci beaucoup, Romain. C'est très clair et comme d'habitude pour tes messages très pratiques. Est-ce que François est encore connecté? Voilà. Oui. François, est-ce que tu aurais peut-être réactivé la vidéo? Est-ce que tu aurais un message, un coup de cœur? Je suis désolé, je suis obligé de recouper la vidéo. J'ai changé Voilà. de lieu parce que j'ai une connexion imparfaite. Alors moi, mon coup de cœur, c'est en fait la concordance des résultats autour des glyphosines. Je prends mon autre casquette qui est celle de l'insuffisance cardiaque au log. Et bon, tu en as déjà parlé, vous en avez déjà parlé au cours des réunions que vous organisez et qui sont vachement importantes, hein. Je vous remercie parce que je crois que c'est important de garder le lien. Là, et c'est vrai que les sessions sont belles, hein, c'est ce que tu disais, Romain, et je suis d'accord avec toi, mais c'est un peu désespérant d'être derrière son ordinateur quand même, hein, pour être honnête. Partager avec les collègues ce qu'on est en train de faire tout de suite, ça n'a pas de prix quand même de discuter avec les collègues, travailler autour de la table sur les projets communs. Et parmi les projets communs qui aboutissent tous en ce moment, là, bah, c'est tout ce qui est autour des glyphosines. On a l'impression que c'est quand même une avancée majeure pour nos patients insuffisants cardiaques. À tout niveau, c'est cardioprotecteur, c'est néphroprotecteur, ça diminue les événements durs, malgré le fait que les patients soient déjà très bien traités. Donc ça, c'est quand même très encourageant, et j'allais dire, quelle que soit la molécule. Oui, c'est vrai effectivement, après Emperor qui avait été présenté le premier jour, DAPA-CKD qui a été présenté hier et qui vient compléter les données DAPA-HF et on voit des bénéfices dans DAPA-CAD sur des critères rénaux chez les insuffisants rénaux, mais également cardiovasculaires. Donc c'est clair que cette classe elle va être incontournable, notamment chez nos patients à risque et notamment les insuffisants cardiaques, mais probablement pas que ça. Merci François pour ce message très très synthétique sur des messages clés du congrès. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Cette présentation sera disponible en ligne sur le site du CNCH, sur notre page YouTube. Je vous remercie de nous suivre régulièrement. Rendez-vous demain à 19h pour la dernière quotidienne en direct du congrès de l'ESC. Merci François Roby, merci Romain Bolestro, merci Boringuin pour le soutien institutionnel. C'était un grand plaisir et je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Merci. Merci.